Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, c'est pas Marmite qui a inventé la marmite. C'est pas Mouchoir qui a inventé le mouchoir. C'est pas Machine à vapeur qui a inventé la machine à vapeur. C'est pas Moutarde qui a inventé la moutarde. C'est pas Machicoulis qui a inventé les machicoulis. Mais c'est Macadam qui a inventé le macadam. Ouais, tu as raison. Et c'est pas Briquet qui a inventé le briquet. C'est pas Bougie qui a inventé la bougie. C'est pas Batteur qui a inventé le batteur à soupe. C'est pas Bouchon qui a inventé le bouchon. C'est pas Bigoudi qui a inventé les bigoudis. C'est pas Bien qui a inventé le bien. Mais c'est Bic qui a inventé le bic. Oui, je sais. Et c'est pas Cirage qui a inventé le cirage. C'est pas Cornichon qui a inventé les cornichons. C'est pas Clé de 12 qui a inventé la clé de 12. C'est pas Conserve qui a inventé la conserve. Et c'est pas Simèze qui a inventé la simèze. Mais c'est Colt qui a inventé le Colt. Oui, bien parlé. Sinon, c'est pas Durite qui a inventé les durites. C'est pas Drapeau qui a inventé le drapeau. C'est Dieu et non pas Dindon qui a inventé le dindon. C'est pas Dragonne et c'est pas Discorde qui ont inventé la dragonne et la discorde, mais c'est Diesel qui a inventé le diesel. Tout à fait. J'ajoute que c'est pas Pierre Ponce qui a inventé la pierre ponce. C'est pas Placard qui a inventé le placard. C'est pas Pneu qui a inventé le pneu. C'est pas Pipe, c'est pas Pétard et c'est pas Pruneau qui ont inventé la pipe, le pétard et le pruneau. C'est pas Pelle à tarte qui a inventé la pelle à tarte, mais c'est Poubelle qui a inventé la poubelle. Parfaitement. C'est pas Jean Bonneau qui a inventé le jambonneau. C'est pas Jus de pomme qui a inventé le jus de pomme. C'est pas Jeu électronique qui a inventé les jeux électroniques. C'est pas Gicleur qui a inventé le gicleur, principalement pour une raison d'orthographe. C'est pas Jante qui a inventé la jante. C'est pas Java qui a inventé la Java. Mais c'est Jacuzzi qui a inventé le jacuzzi. Bien dit, Simone. C'est pas Soufflerie qui a inventé la soufflerie. C'est pas Système D qui a inventé le système D. C'est pas Sarbacane qui a inventé la sarbacane. C'est pas Seau qui a inventé le seau. C'est pas Sirop qui a inventé le sirop. C'est pas Sablier qui a inventé le sablier, mais c'est Strass qui a inventé le strass. Totalement exact. C'est pas Gaz qui a inventé le bec de gaz. C'est pas Verseur qui a inventé le bec verseur. C'est pas Lièvre qui a inventé le bec de lièvre. C'est pas Canne qui a inventé le bec de canne. Mais c'est Benzène qui a inventé le bec benzène. Bien envoyé. Et j'aimerais encore préciser que c'est pas Bibi qui a inventé le bibi. C'est pas Berlingot qui a inventé le berlingot. C'est pas Boomerang qui a inventé le boomerang. C'est pas Barbapapa qui a inventé la barbapapa. C'est pas benzodiazépine qui a inventé la benzodiazépine. C'est pas balle, c'est pas boule, c'est pas bille, c'est pas bulle, c'est pas bol qui ont inventé la balle, la boule, la bille, la bulle et le bol. Mais c'est Braille qui a inventé le braille. Et c'est Mansart qui a inventé la mansarde. C'est Mansart qui a inventé le Mansart. Non, la mansarde. Mansarde. Bah oui, mais alors, quel est le rapport? Si Mansart invente le Mansart, ça marche. Si Mansarde invente la mansarde, ça marche aussi. Mais si Mansart invente la mansarde, je vois pas bien le rapport. Ah ben c'est vrai, t'as raison. Y a pas de rapport. Ou alors si, peut-être un tout petit rapport, dans la mesure où c'est par rapport qu'a inventé le rapport. De même que c'est Parapluie qui a inventé le rapluie. Oui, de même. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Auguste Piccard était suisse. Il est né à Bâle le 28 janvier 1884 et il est mort à Chèvres le 24 mars 1962. Très bien. Auguste Piccard était le frère jumeau de l'aéronaute Jean Piccard.
Il est le père de l'océanaute Jacques Picard et le grand-père de l'aéronaute Bertrand Picard. Il y a du beau monde dans la famille Picard. Un rapport avec les surgelés? Non. Les Picard suisses sont 2C. Très bien. Et je le connais, moi, cet Auguste Picard? Forcément, tu le connais d'abord parce qu'il a largement servi de modèle au dessinateur Hergé pour créer le personnage du professeur Tournesol. La ressemblance physique est totale. Tournesol, c'est Picard, et Picard, c'est Tournesol. C'est un inventeur, donc. Oui, un grand. Il a découvert l'uranium-237, c'est déjà pas mal. 237, oui, c'est beaucoup. Et il a inventé le bathyscaphe en 1947. Qu'est-ce que c'est, le bathyscaphe? Le bathyscaphe, c'est un engin d'exploration sous-marine. Un bathyscaphe, Simone, est constitué d'une cabine sphérique en acier pouvant accueillir 2 ou 3 passagers, suspendu à un flotteur rempli d'essence légère qui compense le poids de l'ensemble selon le principe d'Archimède. Donc le bathyscaphe descend au fond de l'océan par gravitation et il remonte en lâchant du lest de la grenaille de fer en général. Merci. De rien. Et sinon? Sinon, je l'avoue, j'ai une tendresse particulière pour Picard parce qu'il détient le record d'amplitude verticale mixte pour un être humain. C'est-à-dire? Eh bien, en 1932, il bat un record du monde en atteignant 16 000 mètres d'altitude dans un ballon stratosphérique à hydrogène. 18 ans plus tard, en 1960, il descend avec son bathyscaphe à la profondeur record de 35 800 pieds, soit environ 11 000 mètres, dans la fosse des Mariannes. 16 000 vers le haut, 11 000 vers le bas, ça nous fait 27 km d'amplitude. Personne n'a fait mieux, en termes d'amplitude mixte. Bah si. Les gars qui sont allés sur la Lune, ils sont montés à 360 000 km d'altitude, à quelque chose près. Il suffit qu'ils soient, une fois ou l'autre, descendus à 50 cm sous le niveau de la mer et le record de Picard est allègrement pulvérisé. Ah oui, mais non, ça vaut pas. Comment ça vaut pas? Non, il faut avoir fait au moins 5 km vers le haut et 5 km vers le bas. Sinon, ça vaut pas. Ah oui, si tu inventes une nouvelle règle du jeu toutes les 5 minutes, c'est trop facile. Bon, facile ou pas, je te dis que l'homme qui détient le record absolu d'amplitude verticale mixte, c'est Auguste Picard. Moi, j'estime que ça vaut pas. Comment? Ça vaut pas. Comment? Rien. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, arrête-moi si je me trompe. D'accord. Je me trompe? Non, Alors pourquoi tu m'as arrêté? mais je t'ai pas arrêté. Si, tu m'as arrêté en disant d'accord. Ah, d'accord. Bon, je te dis plus rien, sauf si tu te trompes. D'accord. Tu vois, toi aussi, tu dis d'accord. Oui, je dis d'accord pour que tu t'arrêtes. Pourquoi veux-tu que je m'arrête? Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, mais on s'en fiche. C'est pas toi qui es en situation de te tromper ou de ne pas te tromper, c'est moi. J'ai compris. Alors, voyons un peu si tu te trompes. Non, en fait, te fatigue pas, je suis sûr de ne pas me tromper en affirmant qu'il est impossible d'identifier l'inventeur du calembour. Ça pipe. Comment? Du calembour, ça pipe. Celui-là même. Le calembour qui est la fiente de l'esprit qui vole, comme disait méchamment Victor Hugo. Élan, Hugo Élan, goéland. Le calembour est probablement apparu simultanément en différents points du globe à l'époque de l'apparition chez les hominidés d'un langage articulé, il y a quelques dizaines de milliers d'années. Nuphar. On ne pourra donc pas nommer un inventeur, l'auteur du tout premier calembour de l'histoire. Son nom, s'il en avait un, s'est perdu dans la nuit des temps. De Ville-d'Avray. Étang de Ville-d'Avray. En revanche, on peut nommer l'inventeur du système des 5 calembours sur Able. On peut le nommer parce que c'est moi, ma chère Simone. Là, tu m'intéresses. C'est quoi ces 5 calembours? Il y a d'abord durable de lapin, Imparable. De lapin. Et puis, impensable de Fontainebleau, celui-là, en effet, est impérissable. De Fontainebleau. Ensuite, irrévocable de téléphérique, en effet, c'est impeccable. De téléphérique. Il en manque 2. intraitable
de ping-pong. Celui-ci est tout juste acceptable, de ping-pong. Et enfin, Imbouffable, de La Fontaine. proprement ineffable, de La Fontaine. Et en quoi ces 5 calembours forment-ils un système original? Non, pas original. Ils forment un système, tout simplement, un système de 5. Parce que je les ai groupés tous les 5 en système. Indiscutable, de ping-pong. J'ai envie de te dire bravo. Qu'est-ce que tu diras si je te dis bravo? Je dirais cabulaire. Bravo, cabulaire. Je peux me tromper, mais il me semble que nous n'étions jamais tombés si bas. Ratin. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxite, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, je me sens un peu gêné aux entournures parce que je m'apprête à célébrer une nouvelle fois une invention dont on ne connaît pas l'auteur. On va finir par passer pour des charlots à ce train-là. C'est bien ma crainte, mais que veux-tu que j'y fasse? Et que veux-tu que la bonne y fasse? Non, je dis ça parce que la semaine dernière, l'invention sans inventeur, c'était le calembour. Alors je fais une petite piqûre de rappel, à tarte. Cette fois-ci pourtant, il s'agit d'une invention technique proprement révolutionnaire qui a changé en profondeur la vie des individus. Je veux parler de la valise à roulettes. Mais oui, qui se souvient qu'elle n'existait pas il y a seulement 25 ans, la valise à roulettes? Alors qu'aujourd'hui, on peut passer 10 heures dans une grande gare parisienne sans voir une seule valise à l'ancienne. Que des valises à roulettes à perte de quai. Écoute, la valise a dû apparaître il y a 5 siècles au moins. La roue avait été inventée 5000 ans auparavant et pourtant il a fallu attendre plusieurs siècles pour que quelqu'un, on ne sait pas qui, et c'est bien là le problème, ait l'idée d'équiper la valise d'une paire de roulettes, inventant ainsi ce que nous appelons la valise à roulettes, qui bouleverse jusqu'au concept même de valise. Une invention qui change la vie. Et qui ne demandait qu'à naître. Il suffisait d'y penser. Parfaitement. C'est la phrase prononcée par Christophe Colomb quand il a eu l'idée de l'œuf de Colomb. L'idée que, pour faire tenir un œuf dur droit sur une table, il suffit de taper l'œuf sur la table pour casser la partie inférieure de la coquille. Et l'œuf tient debout comme un grand. À ses commensaux hébétés, Colomb aurait dit « il suffisait d'y penser ». Oui. En même temps, faudrait pas qu'il la ramène trop, Christophe Colomb, parce qu'il devait bien connaître et la valise et la roue. Et pourtant, il n'a pas eu l'idée de la valise à roulettes, alors qu'il suffisait d'y penser. Ah, il ne pouvait pas penser à tout. Il a pensé à l'Amérique, à l'œuf, à ses corps aux pieds. Il avait des corps aux pieds? Sans doute. Ou bien des démangeaisons dans le dos. Enfin, des trucs à penser en plus de l'Amérique et en plus de l'œuf, qui font qu'il n'a pas eu le temps d'inventer la valise à roulettes. Résultat, on ne sait pas qui l'a inventé 500 ans plus tard. Sans doute quelqu'un qui n'avait pas de problème de corps aux pieds, ni de démangeaison. Quelqu'un qui avait tout son temps pour penser à des trucs auxquels personne n'avait pensé avant lui. Tu vois, Simone, ça me donne envie de penser à mon tour. De penser à tout et n'importe quoi à longueur de journée, dans l'espoir de tomber à un moment sur une idée géniale, toute bête et toute simple à réaliser, un truc auquel il suffisait de penser. Par exemple, le cornichon volant. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, on connaît le cornichon depuis très longtemps. On sait faire voler des trucs plus lourds que l'air depuis assez longtemps aussi. Et pourtant, personne n'a inventé le cornichon volant, alors qu'il suffisait d'y penser. Ouais, il était suffisant d'y penser, d'accord, mais est-ce que c'était bien nécessaire? Parce qu'entre nous, quelle est l'utilité du cornichon volant? Qu'est-ce que ça a de révolutionnaire? En quoi ça change le sort de l'humanité? Bah si. T'es à table avec des amis, quelqu'un te dit « passe-moi les cornichons ». Tu es obligé d'agripper le pot de cornichon, de le soulever, de le déplacer latéralement sur plusieurs dizaines de centimètres, de le reposer à proximité du destinataire. C'est long et fastidieux. Alors que si le cornichon volant a été inventé, tu prends ton boîtier de téléguidage des cornichons, tu en fais décoller 2 ou 3 et tu les fais atterrir dans l'assiette du copain. C'est propre, c'est amusant, ça coûte pas cher, il suffisait d'y penser. Bon ben, le cornichon volant c'est fait, tu viens de l'inventer. Faut que je pense à autre chose. À quoi tu penses?
Je pense à une vie de couple sans dispute. Génial. Suffisait d'y penser. Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Tu te souviens, Simone, que nous avons conclu notre dernière conversation sur le génie scientifique et l'invention technique par la fameuse phrase attribuée à Christophe Colomb à propos de son œuf « Il suffisait d'y penser Non, me souviens pas. ». Tu te souviens pas? Si, je plaisantais. Je me souviens très bien. Et donc? Eh ben voilà. La poussière a toujours existé, il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Et pendant des millénaires, pour se débarrasser de la poussière, on soufflait dessus. Et puis, en 1901, un ingénieur anglais, Hubert Cecil Booth, a eu l'idée d'aspirer la poussière. Voilà, il suffisait d'y penser. C'est donc ce Booth qui a inventé l'aspirateur. Presque. Il a conçu une sorte d'aspirateur, mais le problème c'est qu'il était trop gros. Qui? Booth? Non. Lui, il était plutôt assez maigre, très svelte en tout cas. Mais son aspirateur était trop gros. Il pouvait pas rentrer dans les maisons. Qui ça? Booth? Il pouvait pas rentrer dans les maisons. Non, son aspirateur. C'était un gros bazar qui devait stationner à l'extérieur de l'immeuble. Il y avait un long tuyau qu'on passait par les fenêtres pour aspirer la poussière dans les pièces. Ça aspirait, donc on était bel et bien en présence d'un aspirateur, mais il n'était pas très commode. Qui ça? Booth? Il avait mauvais caractère. Non, lui au contraire il était très flegmatique, comme tous les Anglais, mais son appareil n'était pas commode. Et ensuite? Il a fallu attendre 1906 pour que James Murray Spangler mette au point un aspirateur de taille plus raisonnable. Il n'était pas encore aussi compact que l'aspirateur moderne, mais il était quand même nettement plus petit. Qui ça? Spangler? Il était nettement plus petit que qui? Que Booth? Oui, il était plus petit, mais je ne parlais pas de ça, je parlais de son engin. De son engin? Oui, de son aspirateur. Ah, tu me fais peur. Et c'est encore 2 ans plus tard, en 1908, que l'Américain William Hoover dépose le brevet de son balai à succion mécanique, qui n'est autre que l'aspirateur domestique, qui nous facilite bien la vie et qui est dans le placard de l'entrée. Qui est dans le placard de l'entrée? William Hoover? Non, il est mort, Hoover, en 1932. Et son cadavre est dans le placard de l'entrée? Non, pas son cadavre, son invention, son aspirateur. Ah oui. Et il compte venir le récupérer un jour ou l'autre? Non, Simone. Non, parce qu'il est mort, d'une part, et non, d'autre part, parce que cet aspirateur ne lui appartient pas. Il l'a inventé, mais il ne lui appartient pas. L'aspirateur qui est dans le placard de l'entrée, c'est le nôtre. André le nôtre? Le jardinier de Louis XIV? Mais qu'est-ce qu'il fait dans le placard de l'entrée? Il dort, Simone. Il dort paisiblement. Et tu ferais bien d'en faire autant. Bah pourquoi? Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Simone, tu n'es pas sans savoir que la lampe à incandescence inventée par Joseph Swan, puis perfectionnée par Thomas Edison, utilisait un filament en carbone. J'étais sans le savoir il y a 10 secondes. Mais maintenant je le sais, donc tout est rentré dans l'ordre. Mais le carbone n'est pas très résistant à la chaleur. C'est pourquoi les lampes à filament de carbone n'éclairaient pas très bien et s'usaient très vite. Tu m'en diras tant. Tout change en 1915, lorsque le chimiste et physicien américain Irving Langmuir a l'idée du filament en tungstène. Parce que le tungstène résiste très bien à la chaleur. Il peut grimper impunément à 2500 degrés. Et ça change tout. Ça change tout.
Peut-être pas quand même. Ça change que les lampes éclairent mieux et plus, mais ça change pas le niveau des océans, par exemple. Non, évidemment. Quand je dis ça change tout, c'est une expression. Je veux dire que ça change beaucoup de choses. Alors pourquoi tu dis pas tout simplement « ça change beaucoup de choses » ? Si tu veux. L'invention par Irving Langmuir du filament en tungstène change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un peu vite dit. Ça change l'intensité lumineuse et la longévité des lampes, mais ça change pas grand-chose d'autre. Oui, en effet. Bon, c'est une façon de parler. Quand je dis ça change beaucoup de choses, je veux dire qu'il s'agit d'un progrès important en matière de lampes. Je comprends bien. Mais à ce moment-là, pourquoi ne dis-tu pas sobrement qu'il s'agit d'un progrès important en matière de lampes ? Eh ben, je le dis. Tu dis quoi ? Je dis qu'il s'agit d'un progrès important. Ouais. Pas si important que ça. Moins important, à mon avis, que le progrès apporté par Édouard Zubler, qui invente la lampe halogène en 1959. Qu'est-ce qui se passe, Simone ? T'as une dent contre Irving Langmuir ou quoi ? Une dent, non. Mais j'estime que quand on invente quelque chose qui va servir à tout le monde, on se débrouille pour avoir un nom prononçable. Pas ça qui manque. Pour un Américain, il y a Burton, Watson, Ford, Bush, Pink et j'en passe. Mais, Simone, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe. On a d'abord un nom et ensuite on invente ou pas quelque chose. Bell s'appelle Bell avant d'inventer le téléphone. Peut-être. Peut-être. Si c'est comme ça, quand on a un nom imprononçable, on s'abstient. On n'invente rien, ou alors on invente quelque chose qui sert à rien. Moi, si je m'appelais Simone Langmuir, je ferais serveuse dans un bistrot, pour qu'on m'appelle Simone tout simplement. On dirait « Simone, tu nous remets 2 grenadines, s'il te plaît ?» Et le tour est joué. Ouais. Ou bien on dirait « Simone, tu peux allumer les lampes à filament de tungstène, s'il te plaît ? On n'y voit rien dans ton bistrot, je peux même pas lire mon journal. » Voilà. Une fois de temps en temps, un client qui m'aurait trouvé particulièrement accorte et jolie demanderait à un autre client « C'est quoi son nom de famille à Simone ?» Et l'autre répondrait « J'en sais rien. » En fait, personne n'en sait rien. On s'est jamais posé la question, on l'appelle Simone, et puis c'est tout. Donc, si tu avais été Einstein, tu n'aurais rien inventé. Non. J'aurais fait serveur dans un bistrot pour qu'on m'appelle Albert, tout court. Je ne serais pas mêlé d'espace-temps. C'est une façon de voir. C'est un éclairage nouveau, comme on dit. Eh ben oui.